d'abord, quelques commentaires sur la situation des marchés avec nos invités. Nous accueillons Patrick Guérin qui est avec nous en plateau, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être là. Et Marie Delessac qui est à nos côtés également, gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Marie. Bonjour Grégoire. Je commence avec vous Marie. Peut-être si on rembobine de 24 heures pour revenir sur la manière dont le marché a survécu, digéré le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis, qui était un rapport peut-être un peu piégeux, puisqu'on avait quand même déjà 6 mois de désinflation globale derrière nous aux États-Unis. Le pic de l'inflation globale, je le rappelle, date du mois de juin 2022. Et les analystes, les économistes pressentaient que le processus ne serait peut-être pas linéaire. Il y avait des facteurs techniques de repondération également qui créaient un risque de surprise négative peut-être sur ce rapport d'inflation aux États-Unis. Finalement, c'est passé presque comme une lettre à la poste. Oui, tout à fait. En fait, c'est dur à dire, mais 24 heures après, c'est l'idée qu'on a. Non, mais vous l'avez dit, effectivement, le chiffre était très attendu, mais attendu aussi avec des chiffres un peu plus négatifs et peut-être un peu plus hauts que les chiffres qui étaient pricés par le marché. Donc, le chiffre est sorti, donc l'inflation à 6,4% sur un an, elle était attendue à 6,2%. Donc, c'est effectivement au-dessus des attentes, mais c'est toujours un petit peu en baisse par rapport au mois précédent, puisqu'on était à 6,5%, et vous le disiez, le pic était au mois de juin, on était à 9,1%. Donc on a quand même, si on veut regarder le côté un peu positif, toujours cette tendance à la désinflation qui continue, qui se fera probablement pas en ligne droite, mais voilà, le marché a peut-être aussi un peu rassuré par le fait que les chiffres d'un mois sur l'autre, pour le coup, était vraiment dans les attentes. Il y a des effets de base positifs qui vont se prolonger pendant tout ce semestre et donc qui vont permettre de prolonger un peu cette tendance à la désinflation. La question, c'est vraiment, est-ce qu'on va aller en ligne droite ? Probablement pas. Et est-ce que les 2% de cible de la Fed seront atteints rapidement ? Probablement pas non plus. Et finalement, on a vu hier que ce qui a fait bouger les marchés, quelques temps après la publication du chiffre, c'est plus les interventions de différents banquiers centraux. Et effectivement, on en a eu plusieurs dans l'après-midi. On a eu le banquier central de Richmond, de la Fed de Richmond, de la Fed de Dallas et de Philadelphie. Richmond et Dallas, ils étaient tous les deux un petit peu plus au quiche en disant qu'effectivement, il allait falloir peut-être un peu plus de hausse de taux que ce qui était prévu. Donc là-dessus, on a vu les taux américains remonter. Le dernier, Philadelphie, a été un peu plus mesuré en disant que finalement, la fin des hausses de taux restait peut-être proche. Et donc, on voit effectivement les marchés bouger comme ça. On a eu ici New York qui a repositionné un petit peu en donnant des chiffres, ce qui n'était pas le cas des précédents, mais en disant que ça serait un taux terminal entre 5 et 5,5%. Pourrait être d'actualité. Et finalement, c'est ce que le marché price aujourd'hui. Il s'est réajusté. Et ce qui explique peut-être aussi la réaction mesurée des marchés hier, c'est qu'en fait, il avait déjà commencé à se réajuster depuis, on va dire, le début du mois de février. Déjà, les attentes de taux terminal étaient passées de 4,80 à 5 à peu près. Et puis, avec le chiffre d'hier, on est passé à 5,20. Donc, voilà, finalement, le réajustement avait déjà commencé. Et les marchés ont réagi de façon mesurée. La réaction était un peu plus forte sur les taux que sur les actions. Ben oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on a depuis quelques semaines, quelques jours. On a un peu une déconnexion entre l'évolution des marchés actions et l'évolution des taux. Il faut se souvenir, toute la phase de ce qu'on a appelé le front-loading l'an dernier, où effectivement on réévaluait en permanence à la hausse le taux terminal de la Fed. Je rappelle qu'au début de 2022, dans le meilleur des cas, c'était peut-être 2, 2,50, 3%. On est déjà à 4,5 et plus désormais. Et on voit que ce phénomène se poursuit, oblige les marchés obligataires effectivement à se recaler, mais l'impact sur les marchés actions est quasiment indolore désormais. Oui, les marchés actions ont beaucoup mieux tenu. C'est vrai qu'on regarde, nous aussi, la volatilité des taux et la volatilité des actions. L'année dernière, c'était vraiment très, très corrélé. Et les marchés actions étaient vraiment tirés par l'évolution des marchés de taux. Voilà, sur les 2 dernières semaines, on a eu un petit rebond de la volatilité des taux qui ne se voit pas du tout sur les actions. Mais c'est vrai qu'en revanche, tout le parcours depuis le début de l'année, c'était vraiment accompagné de cette baisse de volatilité sur les taux.
Comment vous réconciliez effectivement la situation et la vigilance des marchés obligataires sur cette question de l'inflation, sur la question du taux terminal et du processus de resserrement monétaire des banques centrales et de la Fed, et la vie que mènent les marchés actions en parallèle? Alors, on dit en parallèle, évidemment, les deux restent fortement connectés, mais vous disiez, il y a deux histoires, semble-t-il. Les marchés actions prennent en compte probablement plus l'environnement peut-être macroéconomique. Là, en fait, depuis le début de l'année, depuis, on va dire même, disons, les annonces de réouverture de la Chine, juste les annonces, pas la réouverture effective, les anticipations économiques se sont améliorées. Et donc, et les chiffres, le monde d'ailleurs, on attendait effectivement des chiffres de croissance négative en zone euro sur la fin de l'année dernière, on ne les a pas eus. Et donc, effectivement, cette amélioration économique se traduit dans le discours des entreprises sur cette saison de publication de résultats, principalement en Europe, d'ailleurs. Et on voit que, alors que les entreprises avaient probablement un discours un peu plus négatif au dernier trimestre l'année dernière, elles revoient un peu leur position et finalement cette attente de chiffres négatifs ne se voit pas encore dans leur carnet de commandes ou des choses comme ça. Donc effectivement, ça je pense que c'est ce que le marché action essaye de prendre en compte. Voilà, il n'en reste pas moins que la croissance des résultats en 2023 sera inférieure à celle de 2022, voire sera peut-être même négative. Donc pour l'instant, les attentes tournent autour de 0 à 1% sur 2023. C'est peut-être des chiffres qu'il va falloir encore revoir un petit peu à la baisse. Dans cette quasi-fin de période de publication d'entreprise, on arrive au bout aux États-Unis, encore un peu de publication devant nous en Europe, mais est-ce qu'on est plus confortable avec les résultats, le discours des entreprises en Europe qu'avec ce qu'on peut lire et entendre côté américain sur des marchés qui ne sont pas au même niveau de valorisation? Alors c'est historique, la prime américaine est toujours là de ce point de vue-là. Le monde n'a pas tant changé, mais est-ce que vous êtes plus confortable avec l'Europe? Le marché semble nous dire que c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui. En tout cas, la saison de publication de résultats a été moins bonne aux États-Unis par rapport aux attentes. Alors, comme d'habitude, les entreprises publient au-dessus des attentes, mais les attentes sont révisées largement à la baisse avant. Mais contrairement au trimestre précédent, en fait, les surprises positives sont un peu inférieures à la moyenne historique. Et la magnitude de la surprise est aussi inférieure. Les entreprises ont publié au global environ entre 1 et 2% au-dessus des attentes, ce qui est assez faible par rapport à ce qu'on a d'un point de vue historique. Après, on est aussi dans un phénomène de normalisation, où on a eu des excès dans l'autre sens et des surprises vraiment très positives post-Covid. Donc, c'est aussi un phénomène de normalisation. On voit vraiment sur cette saison de publication un phénomène sur les marges qui se contractent vraiment. Donc ça, c'est effectivement pour les entreprises américaines, le momentum paraît un peu moins bon. Dans l'absolu, c'est un trimestre de baisse des marges aux États-Unis. C'est un trimestre de baisse des marges. Alors le point haut des marges était déjà... les marges baissent depuis un an, elles avaient fortement progressé, mais effectivement, elles devraient continuer leur décrue. Et aux États-Unis, en revanche, on a une baisse des résultats d'une année sur l'autre, donc par rapport au Q4 2021. Et donc, pour le coup, c'est la première fois depuis Covid qu'on a vraiment une baisse. On avait une baisse trimestre après trimestre, mais sur un an, voilà. Et sur un an, là, vraiment, on marque les choses sur un an. Et même quand on prend en compte les forts résultats des entreprises énergétiques, par exemple, qui sont évidemment très importants, alors qu'en Europe, on a des hausses de résultats. C'est, on va dire, à peu près flat si on enlève les valeurs énergétiques. En revanche, c'est négatif si on enlève les valeurs financières qui, elles, ont été la plus grosse surprise, on va dire, de ces publications de résultats ce trimestre-ci.
Un mot également dans l'actualité, alors qui nous éloigne un petit peu de l'Europe et des États-Unis pour parler du Japon, mais on a déjà parlé du marché japonais avec vous et les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management. D'ailleurs, est-ce que ça fait partie des marchés avec lesquels vous êtes confortable aujourd'hui? La question d'actualité étant le changement annoncé à la tête de la Banque du Japon avec la prise de la gouvernance par Kazuo Ueda à compter du 8 avril, je crois que c'est la date de départ de Kuroda, après 10 ans de mandat. Bon, c'est toujours un événement de voir un gouverneur de banque centrale qui change. Qu'est-ce qu'on peut imaginer autour du nouveau gouverneur de la Banque du Japon? Est-ce qu'il y a derrière l'idée, effectivement, que la Banque du Japon va évoluer dans le réglage de sa politique monétaire? Et puis, plus globalement, le marché japonais est-il un marché pertinent à ce stade? Oui, donc on a effectivement eu hier la nomination officielle de M. Ueda au poste de gouverneur. Alors, il doit encore être validé par le Parlement, mais normalement, c'est censé être une formalité, on va dire. C'était plutôt une surprise que ce n'était pas lui qui était prévu au départ. Donc, ce qui est plutôt positif dans sa nomination, c'est que lui, il a quitté la banque. Il a été à la Banque du Japon, qu'il a quitté en 2005. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas acteur, on va dire, de la politique monétaire actuelle, et il aura peut-être un peu plus de recul et d'indépendance pour la faire évoluer. Maintenant, c'est vrai que en termes de timing des changements, parce que finalement les changements de politique monétaire, ils sont quand même déjà, enfin, ils sont anticipés un peu au Japon. On sait que ça va devoir arriver. Ça va être surtout une problématique de communication. On l'a vu, ils ont fait évoluer leur yield curve control. La bande de fluctuation des taux longs. Exactement. Au mois de décembre, c'était assez inattendu. En conséquence, en fait, les marchés ont anticipé que les taux pouvaient encore plus monter et ils ont dû injecter pas mal de liquidités pour défendre ce nouveau taux long, cette borne haute qu'ils avaient mise en place. Donc on voit que là, ça va être surtout une problématique de communication, mais en fait, le chemin est quand même tracé de ce point de vue-là. Après, ils nous disent qu'ils remonteraient les taux parce qu'ils sont encore en taux négatif. Moins 0,10 pour le taux directeur japonais. C'est là toute la problématique, c'est quand est-ce qu'ils arriveront à remonter les taux en fonction de l'inflation. Et là, les derniers chiffres sont pas... Alors, l'inflation est élevée, mais le dernier chiffre du PIB n'a pas été très bon. Il ne montre pas forcément une très bonne dynamique sur l'économie, notamment dans les investissements. La consommation tient mieux, mais pour l'instant, c'est surtout une réouverture du tourisme. Voilà. Et ce qu'ils regardent aussi sont les chiffres du salaire. Alors, on a eu des très fortes progressions sur les derniers chiffres du salaire, plus 4,8%. Mais en fait, c'était tiré surtout par les bonus et pas par les salaires de base. J'entends. Voilà. J'entends. Et donc, c'est ça qu'ils veulent vraiment, c'est avoir des salaires de base qui progressent. Et oui, les autorités veulent voir des salaires progresser. Des salaires de base progresser pour pouvoir maintenir une inflation assez élevée et ne pas se retrouver dans les erreurs qu'ils avaient pu faire les dernières fois en montant les taux et l'inflation qui rebaisse rapidement derrière. C'est important pour nous ce qui se passe à la Banque du Japon? Alors, c'est important pour le marché japonais parce que finalement, ça va être une des banques centrales qui va être dans un territoire quand même un peu de resserrement alors que les autres banques centrales des pays développés en sont à la fin de leur cycle, un peu l'inverse de l'année dernière. C'est important en termes de liquidité aussi parce qu'on voit qu'effectivement, au mois de décembre, la Banque du Japon a dû injecter beaucoup de liquidités sur les marchés. Et au final, entre cette liquidité-là et celle injectée par la Banque de Chine, on a la liquidité globale qui s'est un peu redressée, ce qui soutient aussi les marchés financiers. En revanche, ça peut faire effectivement aussi, après, si les taux remontent, moins de flux sur les autres marchés obligataires. Et donc peser un peu sur les marchés obligataires. Bon, ce sera l'une des histoires banque centrale de cette année 2023, et je le disais sous forme de boutade il y a quelques mois. Pour la première fois de ma carrière d'observateur et de journaliste financier, je parle d'une bourse qui bouge dans un sens différent de celui qu'on a connu, c'est-à-dire qui était toujours plus d'accommodation, même si là on voit effectivement sortir de la politique de contrôle de la courbe des taux et pas forcément évident, et implique dans un premier temps d'injecter toujours plus de liquidités dans les marchés. Merci beaucoup Marie de Lessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était une de nos invitées à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.